Eh bien, c'est parti, donc, comment on fait ça? Donc, notre idée, c'est quoi? On va aller requêter notre Web API. Notre Web API, comment on va le faire? On va aller sur notre première étape, flûte. Notre première étape, en fait, c'est de s'assurer qu'on a bien injecté le moteur qui va fonctionner pour ça, qui va nous permettre de requêter. Il existe une classe qui est instanciée pour nous, hein, qui a un new qui est fait pour nous, directement par Angular. Elle s'appelle HTTP client. Ok. C'est ce que j'avais dit en fin de vidéo dernière, c'est le provide HTTP client. Donc ça amène des notions dans Angular qui sont à connaître, qu'on appelle l'injection de dépendance. Et l'injection de dépendance, c'est une notion qu'on développera beaucoup plus tard, en tout cas pas du tout dans cette session-là, puisque là on va d'abord se centrer sur les fondamentaux. Juste à savoir que dès qu'on a besoin de HTTP client, il faut aller dans Application Config ici, dans ce app config qui est mis au démarrage de notre application, hein, vous l'avez là. Ce app config, on va aller chercher à l'injecter. Ça veut dire quoi en gros? Que l'instanciation se fait pour nous. D'accord? L'instanciation se fait pour nous. Il y a différents paramètres qu'on peut mettre sur HTTP client. Nous, on n'en parle pas. Premier point à savoir. Deuxième point. Eh bien, à partir de là, on va aller construire ici un ng-generate component. On va le mettre cette fois-ci, c'est un composant qui est réutilisable. On ne va pas le mettre dans des features, on veut le vraiment réutilisable pour l'utiliser partout dans notre application. Si ce n'est même une librairie. Pour l'instant, on ne va pas apprendre à faire des librairies, mais c'est cette idée. Tout ce qui est dans Shared va se mettre dans une librairie. C'est parti? On va le mettre donc dans Shared. On va mettre component. Et là, ici, on va mettre autour des personnes. Et donc, on va faire un people, ce sera très bien. Et donc, on va faire select people. Donc, ça y est, on a fait notre composant. C'est un composant standalone. Ce composant standalone, je l'ai mis dans Shared parce qu'en fait, je vais pouvoir l'utiliser partout dans mon application. C'est un composant, en fait, un peu un composant librairie. Il faut vraiment le voir comme ça. OK? Ce composant ici, ce qu'on va faire, c'est que on va introduire la notion de service qu'on avait déjà vu ensemble. Vous vous souvenez, c'est tout ce qui rend service. D'ailleurs, j'avais déjà préparé ce HTTP client ici, hein, pour dire, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Pour l'instant, je vais le mettre de côté, ça. OK? Ouais, mais c'est clair, Caviar. Exactement, Caviar Power. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours cru, et bah, je suis heureux qu'ils vont dans la bonne direction. C'est clair, ça fait vraiment plaisir. Yes. Surtout avec ce qu'ils ont fait, quoi. Je pense que ça fait du bien. Vraiment du bien. Bon, ce qui est un peu difficile en ce moment, pas difficile, mais qui demande pas mal de complexité dans les formations actuellement, c'est que on est comme dans un entre-deux. Et les formations, par exemple, que je donne et qu'on me demande aussi, certains clients, est-ce qu'on pourra voir la partie module, donc ce qu'il y avait avant, Angular 14, et ce qu'il y a maintenant, avec Angular 18. Et les signaux, wow, sur 3 jours, t'es sûr? Bon, va falloir faire des choix. Voilà. Ouais, fini, hein, Angular JS, hein. Clairement. Et il y a encore des recruteurs et recruteuses qui disent, bonjour, est-ce que vous faites de l'Angular JS? Voilà, bon, clin d'œil. On vous aime bien les RH, mais des fois, mettez-vous à jour. Ok, donc on va partir sur le même principe que notre service ici. En fait, le principe, c'est quoi? C'est de se dire, ok, tout ce qui rend service, on le met on le met pas dans un composant, on le met dans un service. Tout ce qui rend service, on le met dans un service. Ça veut dire quoi aussi? Qu'on va essayer de diminuer la taille de notre composant. Ok? Plus c'est petit, mieux c'est. Hein, on va rester dans le contexte du code et en entreprise, c'est vraiment se dire qu'on va faire des thin components. Donc tout déporter dans des composants, non, surtout pas. Tout déporter dans des services, ok? Dans des services. On va donc continuer. On va rajouter donc ici une notion de service. Il y a deux choix. Soit vous reprenez ici votre people, vous mettez un dossier à l'intérieur, parce que c'est vraiment une librairie qui va s'appeler people. On va faire un services. Et là, vous mettez people, people service. Hein, donc ça fait redondant parce que c'est spécifique. Vous allez voir. C, CTRL C. J'ai oublié d'appuyer sur le S. Voilà. T'en as pas fait depuis 2014. Ah ouais, chaud, je n'avais pas vu. Chaud. Ça fait un petit moment quand même. 10 ans. Ouais. Donc, respect 1, si tu reviens, c'est cool. En tout cas, selon moi. Donc là, dans notre people, on va découvrir ici notre select people et à l'intérieur, on va voir notre services. Ok? Donc on aurait pu faire people component hein, pour être sûr, mais là, on est sur une librairie. Ok, le spec, hein, je vous rappelle, c'est la partie test unitaire qu'on ne voit pas pour l'instant et pas dans cette session-là. Ok, on continue. On va sur notre service ici. On oublie constructeur, parce qu'il n'y en a plus besoin en fait. Le constructeur, dans un principe d'injection de dépendance, c'est là où on va avoir besoin des classes qui peuvent changer. D'accord? Tout ce qui peut changer, on le met dans... merci pour le gem. S'il y a eu un deuxième gem, merci beaucoup. Ici, on va donc oublier ça. On va injecter maintenant Angular 18, depuis Angular 16, Angular 15 même en preview. On va injecter comme ceci. Hein. On va dire j'ai besoin de... Ici en read-only, puisque je ne vais pas changer l'instance. Read-only. J'ai besoin de mon HTTP client. Comment je fais?
je vais injecter. Donc injecter, c'est-à-dire j'ai besoin de l'injection dépendance de HTTP client. Ok. Ce HTTP client, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est lui qui va me permettre de faire la requête vers mon API. Ok. C'est lui qui est capable de faire le XML HTTP request derrière. Il est asynchrone par essence. C'est-à-dire que si vous allez regarder le code à l'intérieur de HTTP client, oui, je suis allé le voir, eh bien on voit qu'il y a une partie asynchrone. Donc c'est asynchrone. D'accord? C'est important. C'est parce que le get, le put, le post, le delete sont asynchrones qu'on va avoir de l'asynchrone. Ce n'est pas parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle les observables par la suite. OK? Donc on y va. On va créer aussi, on va proposer une méthode qui va être getAll pour ramener la liste de au moins de la première page. On va essayer même de rajouter une page ici. On va faire page reçoit une page index. Et on va renvoyer, ben, vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau. On ne l'a pas encore vu. Je pourrais mettre une musique. Arrivé de. Eh bien, arrivé de l'observable. Pour l'instant, on va mettre unknown, surtout pas any. On bannit le any. On va mettre unknown. Si un jour vous voyez du any dans un code, essayez de l'enlever au maximum dans un code TypeScript. C'est très important. Regardez la formation TypeScript que j'ai faite sur YouTube pour ça. Donc là, on va essayer de proposer ce que nous renvoie notre getAll. Et on va aller voir comment travailler ça. Alors pourquoi j'utilise des observables? Ici, je ne vais pas l'expliquer à cette étape-là. Je l'expliquerai dans un deuxième temps si on a le temps sur cette session. Sinon, on partira sur la deuxième, une autre session, la cinquième. Qu'est-ce qu'on a à savoir? On sait juste que HTTP client va renvoyer un objet qui s'appelle observable. Il faut le voir comme quelque chose, en résumé, qui va être un moyen d'exécuter une fonction au moment où on le décide. L'observable, c'est un peu, si vous avez déjà fait du .NET, c'est un peu comme toute la partie link avec les queries. À savoir que quand j'ai besoin de l'objet, quand j'ai besoin de l'exécution, je vais devoir l'activer via une fonction. C'est ça un observable. On appelle ça du code lazy et réactif. Donc c'est du développement déclaratif. J'ai besoin de déclencher, donc du coup j'appelle en, par exemple, subscribe. D'accord? C'est cette idée-là. Je vais vous le montrer par le code, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, pour l'instant, on va simuler notre appel API, puis après on utilisera nos HTTP clients. Comment ça fonctionne? Il existe en fait un moyen de simuler via un opérateur, ça s'appelle un opérateur, en gros une fonction de création venant du monde RxJS, les observables, off, toute cette partie-là vient de la librairie qui s'appelle, vous le voyez, RxJS. RxJS, c'est ce qu'on trouve dans les prisons de non, dans les fondamentaux même de Angular, puisque ça fait partie des librairies essentielles pour faire de l'Angular. Vous voyez qu'elle est en 7.8 actuellement. Okay. Donc RxJS contient tout ce qui va nous permettre de faire du traitement dit déclaratif. Et en plus, ça peut fonctionner du côté asynchrone. C'est pour ça qu'il le propose du côté HTTP client. L'observable n'est pas asynchrone de base. L'observable ne permet pas de faire de la requête HTTP. Non, c'est parce que le code HTTP client utilise ça et nous renvoie un observable qu'on peut requêter. D'accord? Vous voyez l'idée? Je vais vous montrer après à travers un schéma. Je vais juste finir. Pour l'instant, on va aller simuler cet appel avec un opérateur de construction, vous le voyez ici, qui s'appelle off. Off permet de créer un observable qui est synchrone et qui permet de renvoyer une information directement dans un principe comme si on avait HTTP client. Donc on va d'abord aller à cette étape pour comprendre le fonctionnement. On va ici simuler l'envoi d'une liste de personnes, de people. Ok? Donc dans notre people ici, on va rajouter un dossier qu'on va appeler models. Et vu qu'on n'a qu'un seul modèle, on va rajouter un fichier qu'on appelle index.ts. On va faire un export ici interface. On va représenter notre personne. Okay. Et ici, on va représenter un ID. Il y a besoin d'un ID, mais je crois pas qu'il y ait d'ID derrière. On va au moins mettre un name de type string. Et c'est à peu près tout ce qu'on va avoir besoin. On va peut-être récupérer... non, ça suffira pour l'instant. On verra pour aller plus loin. Vu qu'on va récupérer un tableau, moi ce que j'aime faire, c'est ici créer un alias de type qui va s'appeler persons. Et qui va représenter ici personne. Crochet, crochet. Donc là, ça veut dire quoi? En fait, c'est un alias qui est en fait ce type-là, c'est-à-dire un tableau de personnes. D'accord? Donc en gros, un tableau quoi. Yes, mon people service va renvoyer cet observable. Donc là, vous allez mettre persons, et au moins on sait qu'on renvoie des tableaux. Il y en a qui aiment bien dire personne list, sinon. Ok, on continue. Donc là, on va construire un tableau qui va renvoyer cette information. Donc c'est parti, const array. On dit qu'il est de type persons. Et donc en cadrant ça, il va nous forcer à écrire des personnes. D'accord? On y va. Name. Et là, on va mettre, par exemple, Luc. Je pense que vous l'avez.
On va mettre aussi Alt Shift vers le bas hein, pour de cloner. On va mettre les ya, et voilà, ça sera très bien. On va mettre 2 au moins pour voir. Voilà, et ce tableau, on va le renvoyer dans notre observable. D'accord? Ça n'exécute rien. L'observable, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui peut être exécuté. D'accord? Quelque chose qui peut nous renvoyer une information. Mais tant qu'on n'a pas fait le subscribe, ça n'exécute rien. Ok? Nous, on va aller voir vraiment la façon la plus simple de le présenter, puis après, on pourra travailler sur les observables plus tard. Il y a aussi un cycle en ce moment sur YouTube que je propose qui s'appelle Mastering RxJS, hein, qui est pareil pour aller vraiment plus loin sur RxJS. Vous pourrez aller le voir en complément de cette vidéo-là, actuelle, de ce streaming, et de cette vidéo en replay. Ok, ici, nous allons donc rajouter cet appel. Donc, on a fini sur une première étape. On n'a pas encore appelé HTTP client. Pourquoi? Parce qu'on veut déjà comprendre comment fonctionne l'observable. Car dans HTTP, si on va le voir dans HTTP client, et qu'on regarde en fait les méthodes qu'il nous propose, eh bien, si on recherche ici, il y a, regardez, il y a la méthode get. Get nous renvoie, regardez, c'est écrit un blablabla, un observable. Hein, c'est pour ça qu'on y va sur ça. Et nous, en fait, on veut s'habituer déjà à comprendre ce que c'est un observable. Donc, dès qu'on est sur de la lecture seule, j'ai bien dit de la lecture seule d'informations, qu'on veut l'afficher sur le template, on n'a pas besoin d'aller plus loin en fait. Il suffit simplement, je dis bien simplement, d'aller en fait renvoyer cette information directement sur notre visuel. Alors pour ça, comment on fait? On a besoin de se connecter et de faire le subscribe pour nous, c'est-à-dire d'exécuter, de déclencher notre observable. Ça en fait, on va avoir quelque chose qui va permettre de le faire pour nous. C'est ce qu'on appelle le async pipe. Tout ce qui est pipe, on en reparlera plus tard, mais dites-vous simplement que les pipes, c'est ce qui va permettre d'aller agir sur le template, sur le rendu du template, d'accord? Donc sur le rendu HTML. C'est pour avoir des fonctions qui vont s'exécuter que du côté rendu HTML. Ok? On a besoin de l'importer car elle est en standalone. À partir de là, on va être capable d'appeler notre liste ici, d'accord? Comment faire? Tout d'abord, on va aller ici récupérer notre service. Private, read only. On va l'appeler service pour l'instant, pas plus, il n'y en a qu'un. On va pas se prendre la tête, on va faire inject et on va dire que j'ai besoin donc de mon personne. Personne, non c'est people, people service. People service, ok? Et on va rendre accessible un objet qui va être la liste de nos personnages une fois qu'on aura souscrit dessus, d'accord? Une fois qu'on aura souscrit dessus. Grâce au pipe async, à async pipe ici, ça va le faire tout seul pour nous. C'est ça qui est génial. Donc là, on va proposer une liste. Donc on va dire liste ou items. On va mettre un dollar car c'est une signalétique qui indique que c'est une observable derrière. Ça permet de penser à faire un subscribe ou faire un pipe async qu'on va aller voir juste après. On va aller récupérer le this.service de getAll. Ok. La pagination, ici, on ne va pas en mettre puisqu'il n'y en a pas besoin pour l'instant. Et cet item, vous voyez, il est public. Je rappelle dans TypeScript, c'est un langage qui est naturiste, il aime montrer ses attributs. Ça veut dire qu'en fait, super blague, j'aime toujours la faire, eh bien ça veut dire que on va ici, pas besoin de mettre public, c'est directement public. À partir de là, vous avez vu, on a récupéré notre observable. À ce moment-là, on n'a pas fait la requête HTTP. On n'a pas fait, là il n'y a pas de requête HTTP, en fait on n'a pas récupéré le code, notre tableau. Rien n'est actionné. Vous voyez ça comme un objet potentiellement activable. Ok? Pour l'activer, en fait, on va devoir l'exécuter grâce au pipe async. C'est parti. On va se mettre ici et on va faire un @for. For, vous savez pourquoi? Pour parcourir. Avant, ça s'appelait ngFor. Moi, je ne montrerai que ce qui se fait en Angular 18 dans ces sessions-là. Donc ici, on va faire @for. On va prendre un item. C'est une variable qui va être créée à la volée. Donc ça va être un let de mon item. Et elle va recevoir à chaque... c'est un tableau, donc index 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Elle va recevoir en fait l'information de l'itération. On va prendre notre items, donc notre $items, et on va le piper. Vous avez vu le pipe, il est là, comme ce qu'on peut faire du côté ops quand on est sous Linux. Si vous avez déjà fait ça, des pipes, pour rediriger ou transformer en fait la sortie. C'est exactement le même principe. Et on va faire un pipe async. En fait, c'est ce qu'on fait. On est en train de rediriger une observable, on fait un subscribe dessus, c'est ce que fait le pipe async, et il va nous renvoyer les valeurs qui y a à l'intérieur. Ces valeurs-là, en fait, on peut les récupérer directement. On les a en fait. Et là, il va être capable d'itérer. Donc là, le track, ça permet de savoir en fait quel élément il va surveiller pour chaque élément généré. Et nous, on va proposer une liste. On y va tout simplement, je dis au sens simple, HTML, pas c'est simple, au sens le plus rudimentairement possible. On fait une select et on va faire un option. Ici, on va mettre une value. Et donc, double accolade. Et on va faire item. Allez, name. Et on va l'afficher pareil. Là, ici, j'ai pas d'ID, donc je mets le même à l'intérieur, puisque je sais que j'ai des noms qui sont uniques. D'accord?
Donc voilà, ça y est, c'est le code le plus simple qui existe du point de vue... Pareil, c'est pas que c'est simple à comprendre. C'est juste, c'est le plus simple qu'on peut écrire du point de vue de l'abonnement sur une observable. Ici, on fait un bypassing. Ce qui est génial avec le bypassing, c'est quand on est en lecture seule d'informations, eh bien, on a juste besoin de faire bypassing pour aller faire le subscribe, déclencher l'appel sur notre observable, récupérer donc le tableau qui a été renvoyé depuis notre off. Ok. Tant qu'on n'a pas fait subscribe ou qu'on n'a pas fait bypassing, ça ne le déclenchera pas. Et en plus, ça va penser à fermer notre observable, ce qu'on appelle l'unsubscribe. Hein, c'est un peu comme la gestion des fichiers qu'on open et qu'on close. Pareil pour les bases de données. C'est ce qu'on va chercher à faire ici. Ok. Donc, ici, on a fini le boulot. Mais là, on ne peut pas utiliser notre observable en tant que tel. Je veux dire, on ne pourrait pas l'utiliser du côté composant. Hein, on l'a qu'une seule fois affiché. C'est de la lecture seule, c'est-à-dire en lecture continue. Et on lit l'information que dans un sens. OK. Donc là, on a bien récupéré un tableau. Donc ici, le bypassing nous permet de retourner un tableau, puis après, on itère sur ce tableau-là. D'accord. Il permet de récupérer ces personnes. Ça va, vous suivez toujours? Ouais. OK. Donc qu'est-ce qu'on va continuer maintenant? Où on va continuer? Eh bien, en fait, maintenant qu'on a vu ce comportement-là, on va le tester. Hein. On va le tester. Comment on va le tester? On va l'afficher sur notre liste des parties ici. On va faire un filtre, on va faire un composant de filtre qui va permettre de filtrer nos jeux vidéo par rapport à ça. On va imaginer ça. Hein. Après, de toute façon, je vous ai dit, on construira notre web API à nous. Ici, on va faire ng, generate component. On va aller dans features, game. On va aller dans components. Et on va rajouter filters, main filter. Main filters. On va rajouter les filtres de base. OK. Ces filters vont appeler le composant dont on a besoin, c'est-à-dire les people service. On y va, on va dans notre composant. Dès qu'on dit j'ai besoin de, on va dans import, c'est un réflexe à acquérir. J'ai besoin de qui? Eh bien de ma liste qui s'appelle select people. Voilà. J'ai besoin de. Ok. Ce main filter, pareil, on a besoin de, où ça? On a besoin sur sur mon composant de liste. D'accord? Sur mon composant de liste qui est ici. On a fait un tableau, on va rajouter le filtre ici. Donc si j'ai besoin de, donc je fais ici, pareil, main filter. Voilà. On va aller afficher ce main filter tout en haut. DTBC main filter, le voilà. On pourra lui passer des informations supplémentaires si on en veut. Mais ici, on a un composant qui est dit intelligent, en tout cas qui sait les informations, c'est-à-dire le composant de people, c'est requêter les people. On n'est pas obligé de faire ce choix-là. Quand nous utiliserons la partie, matériel, on ne fera plus comme ça. Mais ça, pareil, c'est plus tard. Continuons. Ça va, vous voyez? Donc en fait, si on voit niveau architecture, comment on est, on a donc du coup notre composant global qui est le listing ici. Notre composant, donc c'est le liste des games. À l'intérieur, on a un composant qui est un composant, je vais le mettre en vert, qui est le composant de filtre, d'accord? Le composant de filtre, main filter. Et à l'intérieur, je décalé ça un peu, voilà. Et à l'intérieur, on a fait un composant ici, pour les couleurs, un composant qui va être le select people. Hop, on va le décaler pour que vous voyez bien. Ce select people, il propose ici un accès à un objet qui va nous intéresser, ici. C'est l'objet de, c'est notre service. Je vais mettre un S ici puisque je n'ai pas la place, c'est notre service qui va permettre d'utiliser ici un composant qui vient de Angular, qui s'appelle donc du coup HTTP client. Je vais le mettre à côté, sinon c'est pas lisible, vous allez voir. Autrement, il est obligé de tout décaler niveau Excalibro. HTTP client, voilà, je vais le mettre comme ça. Voici. Et donc il va aller, si je l'agrandis un peu, ce sera quand même joli. Voilà. Et donc il va aller requêter ici. Il va aller requêter vers notre Web API. D'accord? Vers notre Web API ici. On va le mettre Web API comme ça. Web API. Il va nous renvoyer l'information. Ok? Il va nous renvoyer l'information. On n'est pas obligé de requêter comme ça, mais bon. On peut requêter, voilà, comme ça. Ouais, c'est trop bien. Et il va renvoyer ici l'information à notre service. Et lorsqu'on va avoir le bypassing, il va permettre d'afficher cette information-là. D'accord? Et donc ici, il va avoir l'itération de l'affichage. D'accord? Voilà ce qu'il fait. Comme pas mal, non? Ok, on y va, on continue. Ça va, vous suivez?
Donc c'est cette idée-là. On va retourner donc du coup dans notre main filter, on va faire F12 dessus. Ce qui est génial, c'est qu'on accède directement au code avec un F12. Ici, notre main filter, on va appeler notre DTBC, Dev to be curious people. Et voilà. Et on n'a pas besoin de faire autre chose. Ok. On aurait pu très bien dire que les filtres, c'est lui qui gère toute la partie people. Mais là, j'ai voulu vraiment vous montrer comme ceci. C'est pour réfléchir sur la partie composition. Merci pour le j'aime. Le troisième, c'est cool, c'est super sympa. Ok, on va aller tester tout ça. ngdev est la ligne de commande à connaître. Hein. Ce n'est plus ngserve maintenant, même si c'est un alias d'ngserve. Par contre, ce qui est important à noter, c'est qu'on ne fait pas ngdev ni ngserve. Vous vous souvenez pourquoi? Je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, dans le doute. Hein, on va bien utiliser le npm start ici. Donc on va faire ici dev d'ailleurs. Donc on va utiliser... voilà. Ça c'est la nouveauté d'Angular 18 aussi. npm start. On va donc lancer notre application. Il lance le ngdev. On va faire un O. Vous avez vu la rapidité maintenant hein, depuis les choix qu'ils ont fait. On voit bien la liste des jeux vidéo et regardez ce qu'on voit là-haut. Oh, amazing, non? Amazing. C'est quand même magnifique, non? Ok? Donc là, le point à noter, c'est que, j'espère qu'on va le voir, ça serait génial qu'on le voit dans la partie réseau. J'aimerais vraiment vous le montrer. On va voir, est-ce qu'il... oui, non, tu n'es pas obligé de me faire ça. Voilà, est-ce qu'on va le voir dans la partie réseau? Alors, ça serait bien... Est-ce qu'on filtrait que les fetch? Non, il l'a pas. Est-ce que tu l'as? Ce serait cool que tu le vois. Au routeur, je l'ai pas. Zut, c'est dommage. Ah, j'aimerais bien le voir. Ah, dommage, je le vois pas. J'ai pas. Il y a un de filtre? Non, j'ai pas de filtre. Bon, anyway, j'ai tout pourtant. Donc on le voit pas là, c'est dommage. Faudrait que j'utilise. Oh, je sais plus l'outil, je l'avais avant. Qui permet de regarder toutes les requêtes HTTP qui passent sur le PC. Mais bon, c'est pas grave. En gros, en fait, là, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 1, 2, 3 requêtes HTTP qui ont été faites. D'accord? Dans l'idée. Oh, mais non. Il est fatigué, Ivan. Oh, il est fatigué. Oui, fatigué. Tellement l'habitude de débugger. On a mis nos données en dur. Donc, on n'a pas encore vu l'HTTP client. Ok, donc normalement, on verra ici 3 fois la requête HTTP qui est faite. Donc ça, c'est pareil. On en parlera beaucoup plus tard de cette partie-là. Pour l'instant, on voit bien qu'ici, on a notre tableau qui est renvoyé. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas HTTP client. Donc, on le voit. Tellement l'habitude de débugger que j'étais déjà en mode, mais attends, pourquoi? Non, non, ici on a bien... Vous voyez qu'il y a Luc et Leia hein, qui a bien été récupéré 2 fois. Donc il y a eu 3 subscribes qui ont été faits, qui ont déclenché 3 appels à notre off. Notre off a renvoyé nos données. D'accord? Et voilà, on a fini cette étape-là. Alors, il nous reste 25 minutes. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette dernière étape? Ben maintenant, cette fois-ci, qu'on a prouvé que tout fonctionne sur cette étape-là, nous allons ensemble, cette fois-ci, vraiment voir le requête HTTP. Et on va aller voir, donc, du coup, comment le faire. Donc on va retourner sur notre people service et on va aller ici, faker, non, on va arrêter le fake. Et on va utiliser notre HTTP client. Comment? On va faire un return this.http client.get. On va dire qu'on attend qu'il nous retourne une liste de personnes. C'est ce qu'on attend a priori. Ok? Et on va mettre l'URL qui nous intéresse. Petit point à noter ici, il y a un écueil. Un écueil, pas écureuil. Un écueil, c'est quoi? Un problème. Ici, je suis presque à faire, ce que j'ai déjà fait dans certaines vidéos, qu'il ne faut pas reproduire à la maison, c'est quoi? C'est que je suis presque à faire ça, qui est une bonne idée. Mais juste avant, et je ne pourrais vous quitter dans cette vidéo, je ne pourrais pas finir ce stream sans vous montrer quelque chose. Ici, c'est une mauvaise pratique. Je l'ai mis en dur, ce code, cette URL. Vous voyez qu'ici, il y a écrit .dev. Qu'est-ce qui se passe si je veux livrer en prod? Si ça se trouve, j'utiliserai plus cette API-là. J'utiliserai une autre API. Et cette API-là, il ne faudra pas que je la garde. Donc on va essayer de trouver une technique, je ne vous montrerai pas l'autre pour l'instant, mais la première technique qui va être possible à faire dans Angular, on verra ça juste après, mettre dans une variable d'environnement, en tout cas dans un code qui se recompile suivant la variable d'environnement en cours, mais vous verrez, ce n'est pas vraiment des variables d'environnement. On en parle plus tard, pour l'instant on laisse en dur, mais à ne pas reproduire à la maison, donc ici je dis attention, to do, don't put this in a variable, ok? Maybe var env. Ok? Donc c'est cette idée-là. On va chercher vraiment à aller transformer ça après. Alors, petit tips, hein, dès que vous faites un to-do comme ça, mettez-le dans votre ticketing, sinon, vous le savez, vous l'oublierez. C'est pas ce qu'on cherche. On continue. On continue ensemble. Donc ça y est, on a fait notre requête. Ça y est, en fait, rien ne change. Il y avait juste besoin de faire ça et ça y est, on a notre appel.
Quoi? Il y avait juste ça et tout est fini? Et oui, tout le reste ne change pas parce qu'on avait déjà pensé observable. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aussi dans l'approche Angular pour y arriver facilement avant de vous embêter avec HTTP client, simuler avec un off, d'accord? Simuler avec un off. Ok? Une fois que vous n'utilisez plus d'ailleurs les objets ici, hein, vous faites Alt Shift O, ça permet d'enlever tout ce qui n'est pas utilisé sous VS Code. C'est important sur la partie génération du JS. Ok, bon, ben on va aller voir, on va réexécuter ici. On y va. Tadadada. 3, 2, 1, ça y est, c'est fini. On va exécuter notre code sur notre Gameotech. Et là, ben on n'a rien. Si on regarde le code, on a une erreur. On a une erreur, en fait, on en a 3, puisqu'en fait, elle est répétée. New collection is not a function. Et là, on comprend rien. Hein, cette erreur, j'aime vous la montrer parce qu'elle est très importante. Merci pour les j'aime, c'est cool. C'est vraiment un point où on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on inspecte un peu le code en dessous, on voit que c'est le core MJS. Donc, c'est vraiment MJS, hein, c'est pour les modules JavaScript. Donc, en gros, c'est tout ce qui est ECMAScript. Donc, ça, c'est normal. Le core, ça veut dire que c'est dans Angular. Et on voit qu'il a tenté de le faire à module repeater. Tiens, tiens, ça, c'est une piste. Repeater. On voit que c'est un select people template. Tiens, tiens, tiens. Donc, on serait sur du template. Tiens, on va aller voir ça. Ben ouais, ça serait ici, en fait. Hein. Vous avez vu, vous cliquez là. C'est pas toujours lisible. Hein. C'est pour ça que je vous le montre ici. Pour apprendre. Vous voyez qu'ici, donc c'est dans ce problème-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut pas savoir. On a le refresh view, on voit qu'il y a le detect changes qui a été fait, ça a été attaché, donc on voit tout le système, tout le comportement normal. Et pourtant, ça n'arrive pas à itérer. Je vous laisse quelques petites secondes. Est-ce que vous voyez le problème? Pourquoi il y a un problème d'itération? Si on reclique dessus, elle nous le montre. Hein. Ah, je sais pas. Là, il itère bien sur une liste d'items, donc a priori, le bypassing de ça doit nous renvoyer un tableau. Ouais? Alors, quand vous avez ce genre de problème, en formation réelle, hein, j'entends, on serait ensemble, hein, vraiment, autour d'une table ou en distanciel, je vous le ferai travailler autrement, bien sûr, eh bien, on irait voir l'API, c'est vous qui irez le tester. Regardez l'API. Est-ce que mon API actuel répond aux critères que j'ai écrits dans mon TypeScript? Regardez bien. Je vous ai dit que quand on est sur le get, ce qui est entre les chevrons ici, inférieur supérieur, c'est ce qui est, c'est ce qui est renvoyé. Donc ici, c'est dit qu'il y a un tableau. On renvoie un tableau. Donc il doit avoir dans le JSON un tableau. Ok? Donc crochet, crochet. Regardez ce qu'il y a. Eh bien non, il y a, vous le voyez, je vais zoomer un peu là. Vous voyez ici. L'objet qui est renvoyé est un seul objet. C'est le pattern qu'on appelle le pattern result, qui propose un objet qui contient un tableau et qui contient des informations supplémentaires. Ça permet par exemple de faire de la pagination. Comme vous voyez, page 2, page 3, page 4, etc. D'accord? Donc c'est ça le point à prendre en compte. Attention sur l'API. Là, il s'avère qu'on utilise une API qui n'est pas l'API qu'on a développée, donc on doit s'adapter, sauf que nous, on veut travailler avec des people, pas avec un objet qui contient des people. Et d'ailleurs, nous, c'est name, donc ça tombe bien, mais ça pourrait être autre chose. Si vous revenez sur la partie objet trouvé, regardez l'API comment elle est. Vous avez vu les noms? GC, underscore robot, underscore dateur, blablabla. Génial. Alors, les underscores interdits, on est en snake case, on veut surtout pas. Deuxième point, on est en français. Nous, notre norme de convention d'écriture, c'est de l'anglais. Normalement, en prod, c'est souvent ça en entreprise. Donc, clairement, on respecte rien du tout. En plus, c'est un mélange, vous avez vu? Record type non. Génial. Le franglais, bonjour. Bon, je charrie, mais je suis pareil. Donc, on essaie de respecter. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire ensemble, et c'est ce qu'on va voir là dans les 20 dernières minutes, c'est qu'on va apprendre à faire de la transcription. On va être capable de faire ce qu'on appelle du mappage. On va passer d'un type donné à un type autre. Le piège ici, c'est de mettre any. Hein. Surtout pas any. Le any est banni. Allez voir la vidéo, hein, vraiment dédiée là-dessus dans la formation TypeScript que j'ai proposée. Et donc, on va créer un type qui va représenter le type de l'API. Donc ici, c'est personne, people, API. API return. Dedans, on a dit qu'il y a un result, hein, c'est ce qu'on a vu, qui est de type tableau. Ok, c'est le type qu'on écrit. Ok, regardez ici, si on revient, il y a bien écrit result. Alors, on essaie de mapper sur l'écriture. Encore une fois, le type va disparaître. Encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette notion-là disparaît en JavaScript. C'est juste pour cadrer ce qu'on va écrire. Être sûr qu'on appelle bien mon objet.returns. D'accord? Et après, on va faire de la conversion de type. Et quels sont ces résultats? Ils contiennent des, regardez l'API, ils contiennent des names. D'accord? Ils contiennent des names. Donc ici, on va faire un
type. On va faire un one type one people. Ça, c'est juste pour cadrer mon écriture, en fait. Hein. Et dedans, je dis qu'il y a des names de type string, a priori. Je vais mettre vraiment ce qui m'intéresse à écrire. Le reste, il n'y a pas besoin. Il va vraiment être présent dans l'objet. Hein. Ce que je vais récupérer de mon API, il y a vraiment tout. Il y a tout l'objet. Mais nous, en TypeScript, on ne veut voir que ce qui nous intéresse. Donc, il y a juste besoin d'écrire ça pour être sûr qu'on écrit bien N-A-M-E en minuscule. C'est ça notre but. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. On dit que c'est un tableau de blob. Ce people API return, c'est exactement ce que nous renvoie en fait notre return ici. Or, nous, on veut renvoyer des personnes. Donc, on va devoir convertir. C'est-à-dire que on va faire la requête HTTP. Au retour, on va dire, attends, moi, je ne veux pas renvoyer l'objet avec le returns à l'intérieur. Je veux récupérer l'objet à l'intérieur returns, le tableau, et je veux le convertir dans mon objet à moi de tableau. Donc, pour ça, on va rentrer dans ce qu'on appelle le pipe, c'est-à-dire le tuyau d'exécution de nos observables. Je vous expliquerai tout ça en détail, ce sera la prochaine session. Et nous allons exécuter ce qu'on appelle un opérateur de conversion. Si vous faites déjà du JavaScript, vous connaissez le map. Le map, on l'applique sur les tableaux. Ça vous parle? Ouais, ça vous parle, c'est sur les tableaux. Eh bien, c'est la même chose, mais sur le fonctionnement des observables. Donc, on va chercher à projeter une fonction qui va prendre un objet en entrée et qui va transformer dans un autre objet. Nous, ce qu'on veut, c'est passer de l'objet qui contient un résultat à un tableau qui va récupérer tous les names. D'accord? Donc, on va récupérer ici notre résultat. Il s'appelle, on va dire, return API. C'est ça notre objet. Et on va le convertir dans un tableau qui est le tableau final. Je vais vous écrire le code. Après, là, il faut s'habituer à vraiment du JavaScript. Hein. Je vais vous montrer le code, comment on l'écrit. On va faire un return. Return de... Donc là, on prend return API. On va prendre tous nos objets résultats. Et on va utiliser cette fois-ci le map de notre tableau. Et pour chaque item de notre tableau, on va aller le convertir. Donc comment on convertit avec les accolades? Là, c'est un objet qu'on est en train de créer. Hein. Parenthèse accolade, c'est qu'on est en train de créer un objet. Puisqu'en fait, ici, il n'y a pas de return. Hein. Sinon, il croirait que c'est une fonction. Juste les accolades. Et là, on va renvoyer notre name, et on va dire que c'est égal à item.name. Item.name. Alors, pourquoi j'ai fait ça? En fait, mon but, c'est de prendre un tableau et le transformer dans un autre tableau. Un item qui contient un résultat, qui contient des items qui contiennent des names, et on veut le transformer dans un tableau. Donc, qu'est-ce que fait le map? Il parcourt ma liste de tableaux ici, la liste de mon résultat. Pour chaque item, il exécute cette fonction-là. Et cette fonction, vous avez vu, elle renvoie un objet qui est un objet qui contient name. Et ça récupère le name de mon item. Ok? Si, admettons, moi, je voulais récupérer en plus, je sais pas moi, hair color, et je veux m'assurer que ce soit bien écrit, eh bien, par exemple, non, pas peut-être la taille, je sais pas moi, gender, tiens. C'est pas tellement important, mais c'est juste pour l'idée. Ok? Bien, je vais dire, ok, je vais être sûr de bien l'écrire, donc être sûr de bien l'écrire, je le mets ici. Et puis, ce que je pourrais faire ici, c'est construire ici mon name. On pourrait dire que devant, je vais mettre devant, donc je vais faire un... Ici, je vais faire de l'interpolation. Et je vais construire ici un $accolade item.gender et point. Et là, $accolade item.name. D'accord? Ah oui, zut. Je n'ai pas mis au bon endroit. Voilà. $item.name. Et voilà. Et donc là, c'est bon, on a fini. On a réussi à requêter. On est passé d'un monde d'un people API return qui contient des résultats. On a écrit un typage pour être sûr qu'on l'écrit bien en gros, hein, qu'on a bien un objet qui contient le mot résultat en minuscule, qui est un tableau ici, qui contient bien pour chaque item un name en minuscule et gender en minuscule. C'est vraiment ça le but de TypeScript. Hein. Comme ça, on est sûr de bien l'écrire comme ça. L'objet en lui-même, là, l'item, hein, on récupère vraiment l'objet complet avec tout ce qui est retourné par l'API. Hein. D'accord? Et voilà, on va tester. On teste. Yes, on va tester. Donc dans mon terminal, non, zut, à chaque fois, je reviens là. Dans mon terminal, c'est bon. On va revenir sur mon exécution et regardez. Oh yeah. Ça y est, le requêtage est fait. D'accord? On l'a bien 3 fois. Donc là, il y a 3 requêtes HTTP qui ont été faites. D'accord? Je reviens une petite seconde, j'ai besoin d'eau.
De retour. Hop. Yes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pouvoir remarquer. Donc, comme je disais, il y a 3 requêtes HTTP. J'espère qu'on va le voir, là, ce serait vraiment sympa. Hein, je vais le refaire. Ok, on va rafraîchir tout. Voilà, regardez. On les a là. Hein, on les a. Donc, à chaque fois, il récupère nos people. On va essayer de filtrer par fetch. Voilà. Donc là, il y a bien eu, hein, si vous filtrez par fetch dans la partie réseau, il y a bien eu 3 requêtes HTTP. C'est pas tellement bien en fait, parce qu'en fait, dans Star Wars, ça évolue pas tellement, hein. Les personnages dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça n'évolue pas. Et donc dans cette API, elle n'évolue pas. Donc ce qui serait pas mal en fait, c'est de se dire, bah tiens, on aimerait éviter de requêter 3 fois la même chose. Bon, ça on le verra beaucoup plus tard, mais sachez que là pour l'instant, eh bien, bah, ça se requête 3 fois quand j'utilise 3 fois mon composant ici qui contient le composant de filtre. C'est pas ça qu'on souhaite. Ok? Mais voilà, on a déjà cette idée-là. On va pouvoir filtrer et pouvoir requêter. On verra la partie filtre par la suite. On a fini cette étape, c'est cool. Yes. Bon, comme je disais, il y a un point qui pourrait être sympa, je ne peux pas partir sans parler de ça. Il existe une notion en fait dans Angular qui permet au moment de la compilation, vous savez la compilation au moment de la génération du bundle, de définir dans quel contexte d'exécution on est. C'est quoi? C'est quoi? Ici, quand je vais dans AngularJSON, on a un contexte qui est le contexte de build. Vous le voyez ici, ce contexte de build? Hein, ce contexte de build. Eh bien, on a différentes ce qu'on appelle configurations. Il y a la configuration qu'on appelle de production, la configuration qu'on appelle de développement, et vous pouvez même mettre d'autres configurations, par exemple en dupliquant ici cette partie-là, un développement, et mettre par exemple staging, etc., pré-staging, pré-prod, blablabla, il y en a plein. Ok, et chaque règle va définir comment ça doit être compilé. On a des règles de vérification de la taille du budget, voilà, bon bref. Ici, nous, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que de base, c'est la configuration de production. Ce qui pourrait être sympa, en fait, c'est que quand on lance le serve, donc le dev hein, qui lance le serve, on est en environnement de, vous avez vu, c'est écrit, en environnement de développement. Donc là, nous, on est en environnement de développement. Et on aimerait dire, OK, durant cet environnement-là de développement, je veux que tu prennes des variables qui sont dans cet environnement-là. Et quand tu vas changer d'environnement, je veux que tu prennes d'autres variables qui vont être du même nom, mais qui vont avoir des valeurs différentes. Donc, avoir des valeurs qui vont être compilées, donc dans le bundle final, qui vont être dépendantes de l'environnement que j'ai eu. Ça veut dire qu'en gros, on va générer plusieurs bundles. Je vais vous faire un schéma pour expliquer. Ça, c'est la première stratégie. Ok. Donc, on est sur une stratégie qu'on appelle une stratégie de build. Ici, je vais mettre en dev. Donc là, la stratégie de dev. On va avoir ici la stratégie de prod. Ici. Voilà, vert. Et ici, on veut récupérer des variables. Par exemple, on va faire une variable A. Je vais la mettre en... Non, je vais la mettre comme ça. On va l'appeler la variable A. Cette variable A, ici, on veut la voir de nouveau. Hey, salut! Bienvenue, Do. Bon, il va rester à peu près 10 minutes sur la session. Mais merci à toi d'être venu, c'est cool. C'est cool. Donc ici, on va avoir cette variable-là qui va avoir un contenu. Par exemple, donc ici, c'est notre swappy, là. Hein, notre contenu, c'est swappy. Imaginez que quand on est en prod, ce qu'on veut, ça soit par exemple swappy, mais .prod, pas .dev. D'accord? Donc la variable va changer. Eh bien ça, on va pouvoir le faire grâce à la compilation. Donc on va faire un build. Ici, on va faire un build. On va dire build en configuration. Donc en configuration qui est development. Et là, ici, on va dire build en configuration est égal à production. D'accord? Production. Ça, c'est la première des stratégies. Vous voyez, la même variable, le même objet, mais en fait, dans le bundle final, on n'aura qu'une version des deux, de ces variables. Ça, c'est le premier. D'ailleurs, pardon, il faut mettre prod ici. OK? Il y a l'autre stratégie. Une fois qu'on a récupéré le bundle, on peut très bien faire une autre stratégie. Hein, on va récupérer notre bundle final ici. Notre bundle. Là, le bundle. Et on peut très bien dire, au moment de l'exécution de ce bundle, hein, on pourrait se nourrir de variables qui viennent. C'est pas au moment du bundle, c'est juste avant la construction du bundle, plus exactement. Hein, juste avant la construction du bundle. On va demander au, vous vous souvenez, au packager. Ce packager qui est ici, le packager. Donc là, nous, c'est VJS. On va lui dire, écoute, tu vas aller lire les données qui viennent de ce qu'on appelle des variables d'environnement. Vous connaissez les variables d'environnement? Hein, les variables d'environnement qu'on peut avoir dans notre session utilisateur, dans le PC, hein, du côté PC, ou au moment de l'exécution de notre ligne de commande.
On a la variable d'environnement par session globale. Hein. Voilà, donc on peut dire, écoute, ces variables d'environnement, ben, on va pouvoir dire, ok, on est en prod ou on est en dev. On va dire, écoute, ben, on a telle variable, la variable A, elle vaut tant. Donc là, la variable A, elle vaut, admettons, swappy.staging. Vous voyez, on pourrait faire ça. Et donc, on pourrait intégrer qu'au moment de la compilation, on va passer dans tel ou tel mode. Voilà, c'est deux façons de faire. Soit passer par des variables qui vont être compilées et figées, soit passer par, au moment de la compilation, au moment de la génération, on va prendre des variables d'environnement. C'est très pratique, comme ça, quand on est dans un Docker, par exemple, on peut switcher, plutôt que passer par là. Beaucoup recommandent cette approche. Moi, je vais vous montrer cette approche-ci, là, parce que c'est bien de la connaître dans Angular. En fait, quand vous tapez Angular environnement, ici, Angular service environnement, il a moyen, donc là c'est Angular FR, il le dit, il y a, c'est pareil qu'Angular Dev, c'est juste quelqu'un qui a écrit, alors attention de temps en temps ce qui est dit dedans n'est pas totalement vrai, hein, pour avoir vérifié, je ne vais pas lister, hein, parce que j'aime pas bâcher, mais il y a des choses qui ne sont pas totalement vraies à l'intérieur, surtout sur la partie signal, et sur la partie observable. Donc là c'est juste en tout cas sur Generate Environnement. Ici ce Generate Environnement, qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien on va aller ici générer. Donc vous tapez ng, espace Generate, ou ngg, hein, environnement. Il va rajouter ce qu'ils ont enlevé par défaut. C'est quoi? Regardez. C'est la capacité. Alors, il est où? Il est où? Il me pas. Voilà. C'est la capacité à faire ce qu'on appelle donc du file replacement. Si on lit le code, lorsque tu seras en prod, en développement, hein, lorsque tu seras en développement, ici, et on peut le faire en prod aussi, tu remplaceras mon environnement par environnement.dev. D'accord? Et on peut faire pareil en prod, à l'inverse. Donc là, ils ont simplement fait le système inverse qu'avant. Avant, en Angular 14, c'était l'inverse. Donc on va aller voir à l'intérieur, on a environnement développement et environnement environnement. Donc ça, c'est celui de prod et ça, c'est celui de développement. D'ailleurs, je trouve beaucoup plus logique dans ce sens-là. Je l'avais déjà fait, cette remarque. Et donc là, on va mettre, on va créer un fichier qui s'appelle API. On va mettre notre URL donc, de toute la partie people. Là, on va mettre un petit pour l'instant. Should be replaced. OK. Et cette structure-là, on va aller l'appeler dans notre développement. Et là, cette fois-ci, on va mettre notre swappy. Donc, on va prendre notre swappy ici. Swap, swap, swappy. Et donc, du coup, ici, on va aller mettre cette partie-là, comme ceci. Maintenant, cette variable environnement, on l'appelle. On n'appelle pas le environnement. Là, vous avez vu, c'est le même nom, environnement, environnement. Mais oui, parce qu'elle va être remplacée. Remplacer l'environnement par développement quand on est en développement. OK? Donc, c'est le même mot, la même variable. Donc, il suffit d'appeler environnement. Donc, vous appelez bien environnement, pas environnement développement. C'est parti, on va appeler environnement. Donc là, il suffit d'appeler environnement. Contrôle point virgule, vous chopez bien le environnement, pas environnement développement. Et là, vous faites environnement.api.people. Et voilà, ça y est. Vous pourrez mettre URL à l'intérieur si vous voulez une structure encore plus fine. Et voilà, c'était ça que je voulais vous dire lors des 5 à 10 dernières minutes. OK? On a vu toute la partie HTTP client. L'idéal, c'est de le mettre dans une partie People Service. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir tester ce service-là indépendamment de notre component. Ça va nous permettre d'avoir un component qu'on appelle scene. Vous avez vu, il y a très très peu de choses, hein, très fin. Et on pourrait même faire, il n'y a pas besoin de faire comme ça. Hein. On peut très bien, si on n'utilise que le service, faire un système, regardez, comme ça. Si on fait la refacto, on peut très bien faire comme ceci. Bon, je vais dupliquer pour que vous voyez la différence. Si vous l'utilisez qu'une seule fois, vous pouvez très bien faire comme cela. D'accord? Et voilà, on a du scene component. OK? Voilà, on a fini. J'espère que ça va sur cette session-là. Voilà la 4e session hein, autour de Angular. La prochaine, on va parler d'observable. Hein, ça va être le but de vraiment comprendre les observables. Et ça sera couplé, comme je vous disais, à vraiment un cycle qui est dédié RxJS, un mastering RxJS. Pour vraiment comprendre et se sentir à l'aise. Donc ils sont en lien, hein, les deux. On a fini. Vous avez des questions? J'ai encore 5-6 minutes pour vous. 10 hein, s'il y a besoin. Et je vais commit en attendant. Quelles questions avez-vous? Si vous en avez. C'est le moment. C'est à vous.
Non, c'est bon? Bon, moi, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une belle découverte d'Angular. Merci d'avoir été présent. Merci pour les likes, c'est super cool. Ça me donne toujours envie de continuer et d'aller encore plus loin. On se retrouve début de semaine prochaine pour une nouvelle session live. Ça sera sans doute lundi. Lundi ou mardi, normalement lundi si tout va bien. Je vais vous le confirmer tout de suite. En ce moment, j'ai un peu moins de sessions live distanciel, présentiel. Aujourd'hui, ouais, c'est bon. Donc on se retrouve lundi pour la suite de cette aventure. Si tout va bien. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Ciao, ciao.